Tu nous entends, Amélie? Oui, je vous entends. En fait, Super. ça me met caméra non disponible et ça me demande de télécharger une application si je veux allumer ma caméra. Je suis désolée. Ouais, du coup, si c'est. Bah non, pas de problème. Mais du coup, si toi, ça te va, on le fait au son. Oui, ben, ok, on le fait comme ça, pas de souci. C'est dommage, mais ok, pas de Super. problème. Euh, du coup, tu connais le format de l'épreuve. Ouais, Oui, Amélie. oui, je connais le format de l'épreuve. Pardon. Super. Du coup, 15-15-15. Est-ce que d'abord, juste rapidement, tu dis aux auditeurs dans quel IEJ tu passes, quelle est la forme d'examen et quel est ton sujet? Et ensuite, quand tu commenceras à parler, on lancera le chrono. C'est toi qui gères enfin, tu gères le temps. Mhm. Et ensuite, question. Et ensuite, question. Et ensuite, voilà. Ok, très bien. Super. La parole est à toi. Merci. Donc, moi, je le passe à l'IEJ de Tours. Et l'épreuve, alors ça peut être un peu tout. Il s'avère que le commentaire d'arrêt est visiblement moins donné à Tours, donc il y a peu de chances que je tombe sur un commentaire d'arrêt, mais je peux tout à fait tomber sur une dissertation ou sur un soutenez que. Ok. Voilà. Et le sujet de ce soir, donc moi j'avais le droit au repos. Hop, moi j'ai bugué, vous avez bugué, vous? Non, c'était le droit au repos, elle nous a Non. dit. Ok, merci Amélie. Bah super. Eh ben écoute, quand tu prends la parole, on lance le chrono et c'est parti. Ok. Chers membres du jury, une plage, un hamac, ou encore le dernier François Sureau, Sans la liberté. Nous avons finalement tous notre propre définition du repos. Si nous devions alors tenter de le définir, le repos pourrait être une période sans activité, sans contrainte, sans travail, où justement l'on se repose. Le repos a finalement une appréciation subjective et propre à chacun, dans la mesure où aucune convention internationale ou européenne à valeur contraignante ne le consacre. Seul l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose que toute personne a le droit au repos et au loisir, et notamment à la limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques. À la lecture de cet article, le droit au repos se retrouve dès lors essentiellement dans le cadre de la liberté du travail, mais trouve également sa place de manière plus subsidiaire dans, par exemple, la protection de la garde à vue. Dans une démarche de respect de la dignité humaine, le gardé à vue doit pouvoir manger, boire et se reposer entre deux auditions, par exemple. Finalement, le droit au repos pourrait être une liberté individuelle fondée sur la dignité humaine, car c'est le respect de cette dignité humaine qui fonde certainement la différence entre le travail forcé, l'esclavagisme et le droit du travail moderne que l'on connaît aujourd'hui. Ce droit au repos a d'ailleurs constitué une grande partie du combat syndical français du XXe siècle, avec notamment l'instauration des congés payés avec le Front populaire en 1936. Ce droit au repos se déduit finalement des textes, puisqu'il n'est pas consacré en tant que tel. Il semble néanmoins bénéficier d'une certaine protection. À ce titre, il conviendra de voir, premièrement, la protection du droit au repos et dans quelle mesure cette protection est exercée, et dans un deuxième temps, les restrictions qui sont apportées à ce droit au repos. Concernant la protection du droit au repos, celle-ci est de deux ordres. Elle se compose en tout cas de deux manières.
La première que l'on retrouve dans le cadre de la liberté du travail et un deuxième élément qui serait celui de protéger la santé. Tout d'abord donc, dans le cadre de la liberté du travail, nous retrouvons dans la liberté du travail un certain droit au repos. La liberté du travail est en effet une liberté individuelle et économique consacrée par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Finalement, à travers ces droits économiques, on accorde aux salariés, en plus des droits classiques, des droits spécifiques. Malheureusement, l'article 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de valeur contraignante. Toutefois, l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946 consacre cette liberté du travail en énonçant que chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Finalement, cette liberté du travail est une liberté qui est garantie par la Constitution au sens de l'article L2141-4 du Code du travail. Que dit finalement ce Code du travail par rapport au droit au repos? Il énonce plusieurs temps de repos. Par exemple, le repos journalier, qui doit être de 11 heures minimum entre 2 journées de travail. Ou encore le repos hebdomadaire, qui doit lui être de 35 heures consécutives, c'est-à-dire 24 heures, plus les 11 heures consécutives de repos journalier. À côté de ces temps de repos, on trouve également les congés payés. 2,5 jours ouvrables par mois sont accordés aux salariés français, ce qui donne 30 jours ouvrables dans l'année et donc 5 semaines de repos, 5 semaines de vacances pour tous les salariés français. Ce droit au repos et notamment ces congés payés ont connu une évolution puisque ce droit au repos peut désormais être demandé par des concubins qui travailleraient dans la même entreprise et l'employeur est dans l'obligation de les faire partir en même temps, selon la chambre sociale de la Cour de cassation. Le droit au repos, en plus d'être donc consacré individuellement, peut donc être un droit entre guillemets collectif entre deux concubins d'une même entreprise. Enfin, autre moment de repos, mais qui, on le verra, a connu des restrictions, c'est celui du repos du dimanche, appelé aussi le repos dominical. Cette protection du droit au repos s'inscrit dans un deuxième volet dans le but de protéger la santé du salarié. Le droit à la santé comprend la protection de la santé, mais aussi le droit aux prestations sociales, selon l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. C'est dès lors un droit créance de deuxième génération qui peut se caractériser par le droit au repos. En effet, en France, un salarié malade peut bénéficier d'un arrêt maladie. Celui-ci nécessite un arrêt de travail pour être en convalescence et donc pour se reposer avec maintien de la rémunération à hauteur de 90% pendant les 30 premiers jours. Le droit du travail et le Code du travail instaurent dès lors un véritable droit au repos avec un quasi-maintien de salaire. On retrouve également cette protection de la santé au travers des femmes et du congé maternité. Ici encore, le Code du travail énonce un droit au repos pour la femme enceinte de minimum 16 semaines, 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après. Cette durée peut être augmentée en cas de grossesse jumellaire, par exemple. Ce droit au repos trouve néanmoins de nombreuses restrictions. Là encore, les restrictions peuvent être de deux ordres. L'une des premières restrictions
est celle due à la liberté du commerce et de l'industrie. Et la deuxième, on le verra, sera à titre exceptionnel dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. La première restriction due à la liberté du commerce et de l'industrie est énoncée à travers différentes dérogations au droit au repos du salarié. La liberté du commerce et de l'industrie, dont la composante principale est la liberté d'entreprendre, se confronte directement avec le droit au repos des salariés. Face à la liberté d'entreprendre, nous constatons que ce droit au repos est parfois relégué au second plan. En cela, les dérogations au repos dominical en sont un exemple. Le repos dominical, initialement d'origine confessionnelle, donc le repos du dimanche, a été modifié par la loi dite Macron de 2015, à l'époque où Emmanuel Macron était ministre de l'économie. 4 dérogations sont alors accordées à ce droit au repos du salarié. Première dérogation, dite des dimanches du maire. Le maire, à travers son pouvoir de police administrative générale, peut accorder l'ouverture de magasins jusqu'à 12 dimanches dans l'année. Deuxième dérogation concernant une dérogation administrative. C'est cette fois-ci le préfet qui a ce pouvoir. S'il considère préjudiciable à l'activité économique ou au public le fait de laisser fermer certains magasins. C'est par exemple le cas des zones touristiques, telles que les Champs-Élysées, ou encore les zones à forte affluence, telles que les gares. Troisième dérogation, il s'agit des dérogations conventionnelles, c'est-à-dire par voie d'accord de branche ou d'accord collectif d'entreprise. Enfin, les dérogations de plein droit qui sont accordées à des secteurs particuliers, c'est-à-dire le transport, les hôtels, les restaurations ou encore les magasins de détail alimentaire qui, on le voit, ont la possibilité d'ouvrir jusqu'à 13 heures. À ce titre, et au regard de ces dérogations, les salariés français n'obtiennent le repos dominical qu'à partir de 13 heures. Autre restriction, toujours dans le domaine de la liberté du commerce et de l'industrie, c'est celle du travail de nuit que l'on a vu évoluer avec la pratique industrielle, travail de nuit qui se caractérise de 22 heures à 6 heures aujourd'hui selon le Code du travail et qui restreint un certain droit au repos de la part des salariés français. Enfin, le deuxième volet de cette restriction au droit au repos a été découvert finalement au mois de mars 2020. Il s'agit de l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, entré en vigueur avec la loi du 23 mars 2020 pour freiner la propagation du virus et instaurer un régime d'exception, a finalement porté atteinte à de nombreuses libertés. La liberté d'aller et venir, la liberté d'éducation, la liberté de manifestation ou encore de culte, mais également, et de manière un petit peu plus subsidiaire, le droit au repos. En effet, une ordonnance du 25 mars 2020 portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée de travail et de jours de repos a permis de déroger temporairement et exceptionnellement à la durée du travail et au temps de repos. L'employeur peut dès lors, et jusqu'au 31 décembre 2020, imposer la prise de congés payés, voire les modifier, dans un délai beaucoup plus restreint qu'habituellement, puisque l'employeur n'a pour contrainte qu'un seul jour de délai de prévenance, contre 1 mois en période normale. Cette ordonnance permet également à l'employeur de suspendre le droit à congé, d'augmenter la durée du travail quotidienne jusqu'à 12 heures contre 10 heures habituellement, de diminuer la durée du repos quotidien, qui, on l'a dit, est en période normale de 11 heures, pouvant être descendu à 9 heures,
Et enfin, la possibilité d'augmenter la durée, du travail sur des périodes prédéfinies jusqu'à 46 heures sur 12 semaines consécutives. Ainsi, au regard de la protection et des restrictions qui sont apportées, on peut conclure que ce droit au repos est un droit récent et quelque peu fragile qui connaît, on l'a vu, de nombreuses restrictions. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, madame. Vous nous avez beaucoup parlé des aspects liés au droit du travail. Et je m'interroge quant à l'efficacité de ce droit au repos à l'heure des emails, à l'heure où finalement on reçoit nos mails sur le téléphone, ou même parfois avec un Vous employeur un m'entendez peu. toujours? Oui, très bien. Vous m'entendiez ou pas? Amélie? Mince, je n'entends pas. 1, 2, 1, 2. Amélie? Non, moi, Ah ça y est, je vous entends. Je ne C'est vous revenu? entendais plus du tout. Pas de problème. Vous avez entendu le début de la Voilà. question ou je recommence? tu m'entends, Amélie, ou pas? Je pense qu'elle t'entend pas, Antoine. Là, alors, oui, je pense que je t'entends Xavier, mais je n'entends pas Antoine. Je le vois parler parce que je suis en Ouais, même temps sur le téléphone, mais ok. je n'entends pas. Et là, elle m'a dit, ça marche? Oui, ça y est, c'est Ouais, bon, c'est je bon. t'entends. Super. Bon, désolé, ça devait être moi le bug. Excusez-moi. Non, non, non. Du coup, vous nous avez beaucoup parlé d'aspects de droit du travail, euh, mais on sait que le travail est de plus en plus numérique, du moins pour tout le secteur tertiaire. On a les mails sur le téléphone, qu'on a parfois, on communique avec ses équipes à travers des applications telles que Slack ou d'autres. Et est-ce que finalement, ce droit au repos, en matière de droit du travail, je dirais, il, il- il est vraiment effectif et est-ce qu'il se suffit à lui-même de dire bah, je suis en repos dès que je ne suis plus au travail? Alors, ce droit au repos, dès que l'on n'est plus, au travail, a été, remis en cause avec l'instauration de manière beaucoup plus large maintenant du télétravail, à tel point, il a été mis en place un droit à la déconnexion des, salariés. Généralement, ce droit à la déconnexion, il est mis en place dans chaque entreprise, généralement par voie d'accord, où il est prédéterminé des horaires où le salarié n'est pas tenu de répondre au téléphone ou n'est pas tenu de répondre à ses mails. C'est ce fameux droit à la déconnexion, en effet. Super, merci beaucoup. Xavier, Anthony, je vous en prie. Vous nous avez parlé de... Vous avez rapproché via le droit à la santé, le droit au repos comme un droit de deuxième génération. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce concept de génération de droit, s'il vous plaît? Oui, alors, on peut classer les droits et libertés fondamentaux en 3 générations. La première génération concernant les libertés individuelles, telles que la liberté, d'aller, et venir. Il y a aussi les droits de, 2e génération qui sont ce qu'on appelle des droits créances et généralement qui commencent par des droits à quelque chose, donc par exemple des droits à prestations sociales. Ces droits de 2e génération, on les retrouve, pour la plupart, si ce n'est complètement, dans, le préambule de la Constitution de 1946. Et on a une troisième phase, donc des droits de troisième génération qui sont, eux, beaucoup plus récents et qui sont des droits qui correspondent un petit peu plus aux nouvelles technologies et à la bioéthique. Je vous remercie. Et deuxième petite question, en revenant sur le code du travail, est-ce que ce dernier est-il applicable aux fonctionnaires? Alors, le Code du travail, dans son article 1, il me semble, précise que seuls les salariés du secteur privé sont concernés par ces dispositions, dans la mesure où les fonctionnaires sont, eux, soumis à des statuts dont
des statuts qui figurent pour la plupart dans une loi de 1983 qui recense les obligations et les droits du fonctionnaire. Ok. Anthony? Alors, j'ai deux petites questions. Vous nous avez évoqué ce concept de droit créance, et notamment, vous nous avez parlé du préambule de la Constitution 1946 qui prévoit le droit d'obtenir un emploi. Qu'est-ce que ça veut dire ça, le droit d'obtenir un emploi? Parce que aujourd'hui, moi, si demain je vais voir l'État, que je lui demande un emploi, est-ce que ça veut dire qu'il est obligé de m'en donner un? Alors, ce droit à l'emploi, qui d'ailleurs figure tel quel dans les textes, est finalement entendu différemment dans la pratique, puisque la Cour de cassation, notamment, a eu l'occasion de préciser que ce droit à l'emploi, c'est finalement une obligation pour l'État, non pas de donner un emploi à chaque citoyen, mais de mettre en place des services publics en lien justement avec l'emploi. Le plus caractéristique aujourd'hui, c'est Pôle emploi. Et finalement, ce droit à l'emploi est caractérisé par ce service public qui doit accompagner les personnes en recherche d'emploi. Et d'ailleurs, Pôle emploi a été une fois condamné par la Cour de cassation pour ne pas avoir accompagné de manière correcte un demandeur d'emploi qui n'avait eu en plusieurs années que seulement 3 rendez-vous de carrière. Ok. J'avais une deuxième petite question. Vous avez évoqué dans votre partie sur la protection de la santé, vous avez évoqué le congé maternité. On est dans une société, vous le savez, où on essaye de tendre de plus en plus à l'égalité entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous avez connaissance d'une actualité par rapport au congé paternité cette fois-ci? Oui, alors le congé paternité a fait l'objet très récemment d'une augmentation. Ce congé paternité qui était de 14 jours jusqu'ici est passé à 28 jours. Néanmoins, cette augmentation du congé paternité ne s'est pas accompagnée d'une obligation de le prendre. Même s'il est augmenté à 28 jours, l'obligation reste de mémoire à 7 ou 8 jours, mais pas plus. D'accord. Vous anticipez un peu sur ma troisième question qui était de vous demander si, donc, vous nous avez bien démontré qu'il y avait un droit au repos. Est-ce qu'on peut avoir un devoir de repos, une obligation de repos, selon vous? Peut-être que l'on pourrait considérer cette obligation de repos justement à travers le congé maternité, dont la durée de 16 semaines est incompressible, en tout cas pour une salariée du secteur privé. Cette durée que je dis incompressible ne vaut pas bien évidemment pour quelqu'un qui serait, pour une femme enceinte qui serait par exemple auto-entrepreneur ou profession libérale. Ok. Antoine, peut-être une question supplémentaire? Oui, j'en ai deux. Alors la première, c'est comment est-ce que finalement c'est le droit au repos qui pourrait être le fondement du congé paternité, d'après vous? Alors, il semble que, mais je ne connais pas, mais il semble que s'occuper d'un enfant ne soit pas de tout repos. Donc, en effet, avoir ce congé maternité pourrait, au-delà du repos, être considéré peut-être comme un congé d'égalité envers la femme qui, pour le coup, elle, a une durée incompressible et doit nécessairement se reposer et à la suite de l'accouchement, s'occuper de son enfant. Ok, merci. Et alors une dernière question concernant votre sujet.
Est-ce que vous voyez un lien entre droit au repos et ordre public? On pourrait y voir un lien, notamment avec l'état d'urgence sanitaire où, à travers cette ordonnance du 25 mars 2020, l'État a dû confronter le droit au repos des salariés avec l'ordre public et notamment la composante sanitaire, santé de l'ordre public, où pour notamment relancer l'économie, il a fallu prendre des mesures qui allaient restreindre ce droit au repos. Très bien, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre composante de l'ordre public? Je pensais pas à la santé, en fait, à la salubrité. Une autre qui pourrait être liée au droit au repos. Une autre composante de l'ordre public qui pourrait s'y prêter, ce serait la dignité humaine. En effet, on pourrait rattacher directement le droit au repos par le respect de la dignité humaine et justement, on en ferait la différence entre l'esclavage, le travail forcé, où il n'y a pas de repos, et justement le travail moderne et la dignité humaine, où justement, en raison de la dignité de la personne humaine, on va lui accorder du repos. Ok, je suis d'accord avec votre raisonnement, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas une autre encore? Et après, je ne poserai plus la question. Alors, je me refais en même temps hein, les 5 composantes de l'ordre public, donc la dignité, Ouais, ouais. la moralité, la salubrité, la sécurité, et donc peut-être pour terminer, la tranquillité publique. Peut-être qu'on pourrait rattacher le droit au repos avec cette tranquillité. Exactement. Et comment comment est-ce qu'elle se manifeste souvent? Quand elle se manifeste, ça nous embête en général, nous étudiants. On en a marre quand elle se manifeste, cette expression de la défense de la tranquillité publique. Quand est-ce qu'on la voit en général? À travers quels actes? La tranquillité publique se voit par rapport au fait de ne pas troubler de ne pas faire pardon, de troubles du voisinage, que ce soit par exemple si vous parlez de jeunes avec une éventuelle musique qui serait diffusée dans un appartement après 22 heures. Or, la tranquillité publique, en raison de cette tranquillité publique, justement, nous n'avons pas le droit de déranger nos voisins après une certaine heure, idem le dimanche, par exemple, pour ceux qui auraient un jardin. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Alors, si vous êtes d'accord, on va passer à des questions plus générales. Donc, on change de perspective. Vous êtes une pénaliste chevronnée. Euh, et puis, vous avez un dossier dans lequel vous défendez Monsieur A. Et puis, en fait, vous savez, parce que vous connaissez le dossier de Monsieur A, qui est en phase d'instruction, et vous savez, en fait, que Monsieur A va dénoncer Monsieur B. Mais Monsieur B est aussi votre client. Vous allez donc être dans une situation de conflit d'intérêts entre Monsieur A et Monsieur B. Qu'est-ce que vous pouvez faire et comment vous pouvez annoncer à l'un ou à l'autre, plutôt à Monsieur B, de quelle façon vous devriez annoncer à Monsieur B que finalement vous ne pouvez plus défendre ses intérêts? Alors, il me semble que l'avocat a un secret professionnel. Donc, cette dénonciation faite par mon premier client, je pense que du fait du secret professionnel, je ne peux pas l'annoncer telle quelle à mon deuxième client. Je pense que si je fais ça, je vais contrevenir à mon obligation de secret professionnel. La seule solution là que je peux voir en vous parlant,
serait de peut-être prendre de l'aide auprès du bâtonnier dans le ressort dans lequel je me trouve pour me dessaisir de ce deuxième client sans pour autant le laisser sans défense et lui trouver un confrère qui pourrait assurer cette nouvelle défense. Je pense que c'est ce qu'il y a de bon à faire. Je ne sais pas si ça passerait, pour être honnête, parce que le secret de l'instruction vous interdirait, et le secret professionnel, mais surtout le secret de l'instruction en l'espèce, vous interdirait en fait de révéler que vous avez eu connaissance dans le cadre de l'instruction de Monsieur A de la future mise en cause de Monsieur B. Mais je pense que se tourner vers le bâtonnier d'une façon même uniquement verbale serait la meilleure solution. Il n'y avait pas de réponse absolue à cette question, mais c'est super bien répondu. Xavier, Anto? Peut-être une dernière, Anthony? Je te laisse y aller, j'en ferai une petite dernière pour conclure. Ok. Quel est votre avis sur le jury populaire? Alors, le jury populaire fait depuis plusieurs années déjà débat, dans la mesure où il s'inscrit dans le cadre de la cour d'assises. On fait donc rentrer le peuple et le peuple non juridique dans une démarche purement pénale. Ce jury populaire a à la fois des avantages et des inconvénients. Nous sommes en démocratie et donc la définition même de la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. On pourrait donc considérer que de faire rentrer le peuple dans la décision pénale revient tout de suite à cette notion de démocratie. À l'inverse, on peut y voir des inconvénients, puisque le jury populaire, n'étant pas juriste et n'étant pas surtout magistrat, peut être tenté de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Et on sait malheureusement qu'en droit, on ne peut pas juger et on ne peut pas non plus faire des lois sur le coup de l'émotion. Nous avons un ordonnancement juridique beaucoup plus contraint que la simple émotion d'un citoyen. Alors moi j'ai une dernière petite question. Vous nous avez beaucoup parlé dans votre exposé des salariés de l'entreprise. Vous avez probablement vocation à devenir avocate si vous êtes devant nous aujourd'hui. Donc ma question, elle combine ces deux sujets. En fait, qu'est-ce que vous pensez d'instaurer un statut de l'avocat en entreprise? Je ne sais pas si vous avez connaissance aujourd'hui du statut des avocats qui exercent dans une entreprise, mais est-ce que vous pensez qu'on devrait leur créer un statut particulier, spécifique, pour qu'ils puissent être avocats en entreprise, en fait, qui aujourd'hui n'existe pas vraiment? Alors, l'avocat en entreprise, là, à première vue, pourrait se confondre avec le juriste d'entreprise et donc il conviendrait, si on veut créer ce nouveau statut, de bien différencier les deux, l'avocat d'entreprise et le juriste d'entreprise. Le juriste d'entreprise, lui, est directement salarié et doit la plupart du temps mettre en œuvre la politique de l'entreprise. L'avocat salarié aurait pour défense les droits de l'employeur, j'imagine. Le fait qu'il soit salarié... Et Oui, pardon. non, allez-y, allez-y. Le fait qu'il soit salarié, alors quand bien même ce ne serait pas une obligation pour lui, mais pourrait être un frein à son indépendance et au fait de pouvoir, par exemple, avoir des conseils annexes lorsque l'on fait partie d'un cabinet et que lorsqu'on ne s'estime pas compétent, on peut aussi en discuter avec les confrères. Ok, c'est intéressant.
Alors, j'ai une dernière petite question et après, je crois qu'on arrête. Mais vous m'y avez fait penser puisque vous avez cité Abraham Lincoln et qu'on est en pleine période d'élection, du moins aux États-Unis. Mais alors, pour se concentrer sur la France et par en fait, c'est l'actualité du jour qui m'y a fait penser puisque vous avez vu que Donald Trump annonce lui-même les résultats et il annonce qu'il a gagné. En France, qui est chargé d'annoncer le résultat de l'élection présidentielle? Est-ce que le président en fonction peut le faire? Alors, ce qui s'est passé il y a moins d'une journée aux États-Unis, à savoir que Donald Trump s'est autoproclamé président de la République, ne pourrait normalement pas se voir en France, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui a compétence pour, pour authentifier, entre guillemets, les résultats d'une élection présidentielle et pour déclarer officiellement le nouveau président de la République française. Super. Anthony, Xavier, vous avez d'autres questions? Non, c'est bon pour moi. Je pense qu'on Bon, Je pense super. qu'on a compris le niveau de la candidate, je pense. Ouais, Amélie, c'est top, hein, bien joué. Vraiment, désolé pour que la caméra n'ait pas marché. Je suis désolée Euh, pour vous parce que du coup vous avez un écran noir, c'est pas terrible aussi pour vous. Moi je vous vois avec l'écran de téléphone, mais bon. Ouais, c'est bon, donc désolé pour la techno. En tout cas, pour revenir juste donc rapidement sur ton exposé. Alors pour ce qui est je commence par le temps. Donc au total, moi j'ai un peu plus de 13 minutes 30. Donc c'est pas mal. Si tu peux faire 30 secondes de plus, c'est nickel. Sur le déroulé, tu mets 3 minutes pour ton intro. Au bout de 8 minutes, tu as fini ton grand 1. Et donc au bout de 13 minutes 30, tu as fini ton grand 2. Donc c'est assez équilibré. Moi, le plan, je l'ai beaucoup aimé. Ce plan, puisque en fait, d'abord la protection, puis en fait, ensuite les restrictions. C'est assez classique, mais ça fonctionne très bien. Moi, je trouvais ça très très solide. Et puis, j'ai adoré ton intro. Parce que commencer sur François Turreau, moi, ça me touche. Mais il a écrit un autre livre depuis. C'est pas le dernier, Sans la liberté. Ah mince, bon bah je saurais, d'accord. c'est un roman. Le Mais dernier, je sais pas comment s'appelle le dernier, je l'ai oublié. c'est sur un livre. D'accord, merci. L'or du temps. C'est l'or du temps, pardon, je viens de voir. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Et ouais, bah en tout, si tu veux continuer, mais je pense que ouais, franchement, c'était vraiment pas mal. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est l'accompagnement sur le plan, où à chaque fois il y a un rappel des titres et des sous-parties. Et vraiment, ça aide à la compréhension de l'exposé et c'est tout de suite plus fluide. Après, sur les questions, franchement, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a une reprise de la question, un développement, puis la réponse. Donc, ouais, enfin, je pense que tu es dans le juste et que si le jour J, c'est le même exposé que tu produis, il n'y a pas de raison que. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve que, enfin, bon, comme Antoine, j'ai adoré ton introduction. J'ai trouvé vraiment tout de suite, ça nous plonge dans le truc et on est vraiment dans le bain. Pareil, ton plan très net et le fait de rappeler, comme le dit Xavier, à chaque fois que tu introduis une nouvelle sous-partie ou une nouvelle partie, de rappeler le titre, c'est tout en finesse, mais on arrive à te suivre et c'est vraiment super. Et surtout sur la forme, je trouve que tu parles de manière extrêmement posée et tu ne te précipites pas, tu prends le temps des silences en fait. Tu sais mettre les silences au bon endroit. Et je pense que pour l'instant, parmi les personnes qu'on a eu l'occasion d'entendre, t'es peut-être celle qui maîtrise le mieux ce jeu des silences qui fait qu'en fait ça donne du rythme à ton exposé et j'ai trouvé ça top. Après sur les questions, pareil, enfin il y a rien à redire. Voilà, c'était vraiment très bien. Et toi, t'en as Merci. pensé quoi, Amélie? Tu es spécialisé en droit du travail ou pas Oui. particulièrement? Ah oui, voilà, parce que j'avais peur de faire un expo vraiment complètement droit du travail. Et en même temps, ouais, ça s'y prêtait bien, donc c'était un petit peu ma crainte. franchement, je pense que si tu tombes sur un sujet comme ça, de toute façon, c'est la plus grosse partie. Tu avais un peu introduit sur la garde à vue. Moi, je suis resté un peu sur ma fin parce que tu en as parlé dans l'introduction et après, on n'est pas vraiment revenu dessus. Mais en soi, je pense que c'est pas rédhibitoire du tout.
Ouais, moi, je crois que c'était ta façon de traiter l'exposé. Oui. Moi, je suis très mauvais en droit du travail, donc vraiment, j'ai pris un cours. C'est vrai que moi, tu vois, je l'aurais traité, je serais beaucoup plus parti sur le pénal et sur les infractions de tapage, sur les arrêtés qui ferment les bars à 23 heures et tout ce genre de trucs. Mais c'est une façon de traiter exposé et c'était non, c'était Tout à top. fait d'accord. T'as combien de temps encore avant de passer? Je passe le 20 novembre. Et donc, Ok, large. Top. t'es déjà bien prête. Et, ouais. Oui, oui. Et toi, tu en as pensé quoi, super. Amélie, en dehors du fait de traiter que du travail sur, Alors justement, ma petite crainte, c'est dès qu'en étant travailliste, entre guillemets, j'ai tout de suite pensé au droit du travail et j'ai essayé tant bien que mal d'élargir un petit peu, d'où en introduction mon rappel à la garde à vue. Voilà, j'ai essayé de l'élargir notamment avec l'état d'urgence sanitaire qui s'y prêtait bien. Mais c'était la petite crainte en effet d'avoir ce genre de reproche. Bon, bah, je vais pas vous le cacher, on est très stressé avant de commencer, mais après, une fois qu'on est lancé, c'est parti. Bah, on croise les doigts pour toi, je mais trouve que vu ça la c'est pas. presta, Oui, voilà, ça c'est ton stress. Tu as bien su le cacher parce que ça, t'as su rester vraiment très calme et non, c'était très agréable de t'écouter. Mais en tout cas, vraiment un grand merci, un sincère merci pour tout ce que vous faites pour nous. Bien évidemment, on espère que ça va payer, donc vraiment merci pour tout et continuez comme ça, c'est super ce que vous faites. n'hésite pas à nous dire comment ça s'est passé pour toi quand tu as les résultats. Avec Et, plaisir. et force et merde, comme on dit. Merci, je tiendrai au courant. Merci bien. Ça marche. Allez, bonne soirée, Amélie. Bonne soirée à tous les trois. Bonne soirée. Au revoir. bonne soirée. Au revoir.